Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui va porter sur l'envenimation scorpionique. Le plan du cours est comme suit. On commence par une introduction. Ensuite, nous allons voir les espèces scorpioniques inventoriées en Algérie et bien sûr, quelles sont les espèces les plus fréquentes. On va voir aussi un peu d'épidémiologie, physiopathologie. Donc, au niveau de la physiopathologie, nous parlerons du scorpion et du venin du scorpion. Et bien sûr, les mécanismes physiopathologiques aboutissant donc aux manifestations cliniques. On va voir les différents tableaux cliniques et les différents stades de l'envenimation scorpionique. Quels sont aussi les facteurs prédictifs d'aggravation. On va voir ensuite la conduite à tenir devant une piqûre scorpionique. Bien sûr, la conduite à tenir va dépendre du stade, comme on l'avait dit précédemment. Il y a certains facteurs qu'il faut connaître, notamment ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas être confronté, bien sûr, à la piqûre scorpionique. Ce qu'il faut faire en cas de piqûre scorpionique, quelles sont les mesures urgentes et bien sûr quelle est la prise en charge des patients en fonction du degré de la gravité, en fonction du stade. On va voir les facteurs pronostiques et on va finir par une conclusion. Donc en introduction, l'envenimation scorpionique constitue bien sûr un véritable problème de santé publique en Algérie. Et cela malgré la diminution du taux de mortalité durant ces dernières années. Et pour faire face à ce problème, un programme de santé publique a été élaboré et mis en place par le ministère de la Santé. Ce programme s'appuie sur un dispositif de surveillance épidémiologique coordonné par le ministère de la Santé et l'Institut national de santé publique. Et ce programme repose sur des recommandations du comité d'experts de lutte contre l'envenimation scorpionique. Il faut savoir qu'il existe bien sûr un programme de surveillance des envenimations scorpioniques. Ce programme de prévention consiste en des actions sectorielles de sensibilisation et de formation continue. Chaque année, il existe donc des séminaires qui sont mis en place et organisés et qui vont s'inscrire dans le cadre global de la campagne de prévention et de lutte contre l'envenimation scorpionique. Cette campagne de prévention, elle est reconduite annuellement et généralement avant la période à haut risque, notamment pour les wilayas du sud où l'incidence de piqûres scorpioniques est le plus élevée. Ces campagnes donc de prévention intègrent le volet de formation aussi bien du personnel médical que du personnel paramédical. Il faut savoir qu'il n'existe aucun traitement préventif n'est disponible à ce jour. Seule l'immunothérapie associée à un traitement symptomatique constitue donc actuellement la seule thérapeutique spécifique. Pour les espèces scorpioniques inventoriées en Algérie, donc vous avez ici la liste des espèces scorpioniques de l'Algérie qui compte environ 46 espèces et sous-espèces. Il faut savoir que l'espèce en cause donc, est la plus dangereuse dans les envenimations scorpioniques en Algérie est l'Androctonus australis qui envahit presque toutes les régions des hauts plateaux et du sud sahélien. Donc, pour l'épidémiologie, en Algérie, malgré les efforts consentis, les piqûres de scorpions demeurent à des niveaux élevés. Donc, vous voyez qu'ont été notifiés donc, en 1997 35 497 cas de piqûres de scorpioniques. En 2016, on était à 45 461 cas de piqûres scorpioniques, d'accord, répertoriés au niveau de 39 wilayas. En 2017, donc il y a une petite diminution. Donc, on est à 45 132 cas de piqûres
scorpioniques répertoriés au niveau de 41 wilayas. Donc, on estime globalement à environ 50 000 piqûres recensées annuellement, soit une incidence de 140 cas pour 100 000 habitants, avec en moyenne 50 décès par an de piqûres scorpioniques. Et il faut savoir que les proportions les plus élevées de piqûres ont été enregistrées pendant la période estivale et que les tranches d'âge la plus touchée par les piqûres est celle de 45 à 49 ans, c'est-à-dire c'est la population active. Mais les enfants de 5 à 14 ans occupent bien sûr la première place en termes de mortalité. Donc il n'y a pas que les enfants, c'est les vieux et les enfants, c'est-à-dire les âges extrêmes. Donc l'Algérie est partagée en 4 zones de létalité différentes. Nous avons des zones rouges, des zones oranges, des zones bleues et des zones vertes. Les zones rouges donc, représentent les létalités très intenses, donc les plus élevées. Donc c'est ce qu'on retrouve au niveau des wilayas donc, de Ouargla, Biskra, El Oued, Msila, Adjelfa, El Bayod et An'ama. Pour les zones oranges, elles correspondent à des létalités intenses, d'accord, telles que la wilaya d'Adrar, Gardaya, Lagouat, Betna, Tebessa, Médéa, Tismsilt, Béchar, Tindouf, donc Tiaret, Tamanrasset et Illizi. On a aussi des zones bleues de létalité donc, qui est moyenne, telles que la wilaya de Saïda, de Khenchla, de Bouira, de Bourj-Bouarelij. On a des zones vertes de létalité négligée, donc minime, telles que les zones qu'on retrouve au niveau de Béjaïa, de Galma, de Msila, de Ain Defla, de Tlemcen et de Tizi Ouzou. Donc c'est ce qu'on vient de voir, les létalités importantes, par ordre d'importance, donc par ordre bien sûr d'incidence. Donc, les dernières données donc, nationales sur le nombre de patients donc, piqués et décès de scorpions allant de l'année 1991 à 2018. Donc, vous voyez par rapport aux années précédentes, donc avant les années 2000, donc la courbe rouge, vous voyez la courbe rouge où la mortalité quand même était importante. Et qu'actuellement, donc, vous voyez qu'on se situe aux environs de 50 décès, d'accord? Donc, suite à la mise en place du programme national de prévention. Sur le plan physiopathologique, donc nous allons commencer par petit 1, le scorpion. Donc, le scorpion qui fait partie de la famille des arthropodes arachnidés. Donc, il existe 1500 types de scorpions de couleur et de taille variables. D'accord, en Algérie, les espèces les plus fréquentes sont l'Androctonus australis et le Butus occitanus. Donc, comme on les voit ici, vous voyez donc à gauche l'Androctonus australis, c'est le plus dangereux. Vous voyez qu'il est de grande taille, qui peut aller jusqu'à 10 cm. Il est brunâtre, d'accord, notamment dans le corps, au niveau du corps et les pinces qui sont souvent brunâtres. La queue, elle est épaisse et il possède 6 toxines redoutables. Pour le Butus occitanus, vous voyez qu'il est plus clair, donc, mais il peut être dangereux aussi. Il a une taille moyenne de 4 à 7 cm, donc il est plus petit que l'Androctonus australis. Il est de teint clair, jaune uniforme, de la tête à la queue. La queue, elle est grêle, d'accord, elle n'est pas épaisse comme l'Androctonus australis. Et il possède donc 13 toxines identifiées à ce jour. Nous allons voir maintenant la physiopathologie. Donc, pour la physiopathologie, donc dans petit 2, après le scorpion, nous allons voir les venins scorpioniques. Le venin de scorpion dont la fraction toxique, c'est un polypeptide neurotoxique, d'accord, qui a la propriété d'activer les canaux ioniques membranaires sodiques des cellules nerveuses et des fibres musculaires striées, donc augmentant ainsi leur perméabilité
donc au sodium. En regardant le schéma, suivez au niveau du schéma. C'est un petit rappel, si vous vous rappelez très bien de la jonction neuromusculaire. Vous vous rappelez quand l'influx nerveux, il arrive au niveau de la terminaison nerveuse, donc au niveau de la terminaison axonale, il y a un flux important entrant de sodium et de calcium, d'accord, dans la terminaison nerveuse. Le sodium, donc, qui va se lier, plutôt le calcium qui va se lier aux vésicules d'acétylcholine, permettant ainsi leur fusion avec la terminaison, bien sûr, de l'axonale, la terminaison de la fibre nerveuse, permettant donc cette liaison va permettre l'exocytose, donc l'exocytose et la sortie du médiateur, donc la sortie de l'acétylcholine vers la fente synaptique. Donc cette fente synaptique qui est inondée donc de neuromédiateurs, donc voilà, qui va permettre le changement de configuration au niveau des récepteurs musculaires, de la fibre musculaire qui est en face, d'accord. Donc le changement de cette configuration au niveau des récepteurs de sodium et de calcium sera à l'origine de l'entrée massive de calcium, bien sûr, et de sodium. Donc, cette entrée sera à l'origine de la contraction musculaire. Donc là, c'est un petit rappel de la terminaison nerveuse et de la jonction neuromusculaire. Maintenant, on va voir comment va agir, bien sûr, ce venin scorpionique ou les toxines scorpioniques. Donc, ils vont agir par 3 mécanismes. On a, premièrement, une action toxique directe sur le tissu et les organes. Deuxièmement, on a une décharge massive de neurotransmetteurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, activation des canaux cellulaires sodiques, potassiques et notamment calciques, des cellules nerveuses et des fibres musculaires striées. Donc, la conséquence directe de cette activation, c'est la libération massive des neurotransmetteurs, comme on l'a vu tout à l'heure, tels que les catécholamines, l'acétylcholine, d'accord, les glutamates et les GABA, etc. Ces neuromédiateurs sont à l'origine d'une défaillance cardiaque, respiratoire, neurologique et digestive. Donc, le troisième mécanisme, on va parler du CIRS. C'est une réaction inflammatoire systémique, d'accord? Le taux de cytokine plasmatique est corrélé avec la gravité du tableau clinique et le pronostic vital. Il y a donc une réaction inflammatoire systémique qui est importante. Et cette réaction inflammatoire importante, elle est à l'origine de du syndrome de défaillance multiviscérale, c'est-à-dire que nous allons avoir une défaillance cardiaque qui sera à l'origine, bien sûr, de l'état de choc cardiogénique, une défaillance respiratoire qui sera à l'origine, bien sûr, du syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc du SDRA, et on va avoir aussi une défaillance neurologique qui sera à l'origine de coma de gravité variable. Donc, comme on l'a vu donc, précédemment, on retrouve les 3 grands mécanismes d'action. Donc, à savoir, vous voyez ici l'action directe, donc du venin. Ensuite, vous avez la décharge massive des neuromédiateurs et vous voyez aussi la réaction inflammatoire systémique. Tout cela sera à l'origine d'une défaillance multiviscérale. D'accord? Donc, on va avoir une défaillance neurologique, défaillance cardiaque, défaillance respiratoire, défaillance digestive, etc. Pour les manifestations cliniques, l'action des enzymes du venin explique la présence de symptômes. Donc, ces symptômes sont aussi bien cholinergiques qu'adrénergiques. On a une stimulation du système nerveux autonome parasympathique, d'accord, qui sera à l'origine du syndrome cholinergique. Et on a une stimulation aussi du système nerveux sympathique qui sera à l'origine du syndrome adrénergique, d'accord. Donc, pour la stimulation du système nerveux parasympathique, qui est à l'origine du syndrome cholinergique, ce syndrome cholinergique, il associe des diarrhées, une hypersécrétion, on peut avoir une bradycardie, une hypotension artérielle,
une hypersécrétion bronchique, hypersalivation, un priapisme et un myosis. D'accord? Ce sont des signes cliniques cholinergiques, donc qui forment le syndrome cholinergique. Donc, ces enzymes aussi, l'action des enzymes du venin explique aussi la stimulation du système nerveux sympathique, d'accord? Donc on va avoir des signes cliniques, sympathiques, d'accord? Qui, en se regroupant, forment le syndrome adrénergique. Donc ce syndrome adrénergique, il associe une tachycardie, une dysfonction cardiaque, une hypersudation, une hypertension artérielle, une froideur des extrémités, une mydriase, des sueurs profuses et une rétention urinaire. On peut avoir aussi, en plus du syndrome cholinergique, du syndrome adrénergique, un syndrome neurologique central avec hypertension intracrânienne, irritabilité, agitation, des nausées, vomissements, une dysrégulation thermique. D'accord? Un des effets sympathiques ou parasympathiques peut prédominer. Le plus souvent, les effets sont mixtes, c'est-à-dire vous pouvez retrouver aussi bien des signes cholinergiques et des signes adrénergiques qui sont associés. Sur le plan clinique, la symptomatologie clinique, elle est polymorphe et d'intensité variable, oui. On l'a vu précédemment, qu'on pouvait avoir aussi bien des signes cholinergiques que des signes adrénergiques qui peuvent être associés. Il est important de connaître la classification, d'accord, de cette symptomatologie clinique. C'est-à-dire, quand vous recevez votre patient, vous devez savoir le classer. Et le classement, bien sûr, du classement va dépendre. Donc, vous devez connaître le degré de gravité de l'état clinique du patient. De ce degré de gravité va découler la thérapeutique. Alors, grand A, on va voir le classe 1. Donc, les patients que vous allez classer 1, ce sont des patients qui ont une piqûre simple sans envenimation. C'est-à-dire que ce sont des patients qui ont juste des signes locaux. Et cela, on le retrouve dans 85% des cas. Donc, des signes locaux tels que des douleurs d'intensité variable au point de piqûre, des fourmillements, ou bien, donc, on peut avoir c'est les fourmillements des paresthésies, brûlures pouvant s'accompagner d'un engourdissement du membre. D'accord? Donc, vous voyez que tous ces signes-là, ce sont des signes locaux qui ne sont pas graves. Maintenant, pour la classe 2, ça veut dire que ce sont des patients qui ont une envenimation. D'accord? Il n'y a pas qu'une simple piqûre, il y a envenimation. La présence du venin dans la circulation générale va se manifester par des signes, bien sûr, généraux. Donc, dans cette classe 2, d'accord, vous allez retrouver les signes locaux et des signes généraux qui signent qu'il y a eu passage dans la circulation générale du venin. D'accord? Il y a des signes généraux de dérèglement neurovégétatif. Donc, on peut retrouver la tachycardie, les diarrhées, les vomissements, tension artérielle variable, hyperthermie. Autrement dit, on peut retrouver des signes aussi bien cholinergiques que des signes adrénergiques. Et vient la classe 3, d'accord? La classe 3, caractérisée par des signes de détresse vitale, 3% des cas environ, d'accord? On retrouve des signes généraux qui signent qu'il y a eu envenimation et passage donc, dans le sang du venin, associé et majoré donc, avec défaillance d'une ou de plusieurs fonctions vitales, donc défaillance d'un ou plusieurs organes. Dans cette classe 3, bien sûr, on classe les patients qui ont des troubles respiratoires aigus, polypnée, tirage, cyanose, râle, bronchique, variable, etc. On retrouve aussi des troubles cardiovasculaires, hypertension artérielle ou hypotension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, à savoir tachycardie ou bien bradycardie, fibrillation auriculaire, fibrillation ventriculaire, les blocs auriculo-ventriculaires. On peut retrouver aussi des troubles neurologiques centraux, tels que des myoclonies, agitation, fasciculation musculaire, les crampes musculaires, le priapisme, les convulsions.
On peut aussi avoir des troubles de la conscience, donc on peut retrouver un coma allant du premier stade jusqu'au coma profond. D'accord? On peut retrouver aussi une dysrégulation thermique. Donc, vous devez hiérarchiser l'état du patient, c'est-à-dire vous devez classer votre patient. D'accord? Dès que vous le recevez, immédiatement, vous devez connaître le degré de gravité de l'état de votre patient. Vous placerez donc en classe 1, vous classerez en classe 1 quand un patient n'a que des signes locaux. D'accord? Donc des signes locaux, isolés au point d'inoculation, sans signes généraux, simple piqûre, sans envenimation. Et on avait dit, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des cas. En classe 2, présence d'un ou de plusieurs stigmates de réaction clinique généralisée, c'est-à-dire ce sont des signes de passage systémique du venin du scorpion. Donc on peut retrouver l'hyperthermie, l'hypothermie, frisson, douleur abdominale, diarrhée. Et les signes prédictifs de gravité sont la température supérieure à 38 degrés, les vomissements, les accès hypertensifs, d'accord, le priapisme, donc c'est un signe de gravité, et l'âge inférieur à 15 ans. Pour la classe 3, d'accord, la classe 3, vous allez classer les patients qui ont une défaillance d'un ou de plusieurs organes, d'accord, défaillance des fonctions vitales. Vous allez classer les patients qui ont une défaillance circulatoire, défaillance cardiaque, c'est-à-dire l'état de choc cardiogénique, d'accord? Donc c'est un état de choc cardiogénique, défaillance respiratoire, polypnée, cyanose, encombrement trachéobronchique, difficulté respiratoire. Donc on peut avoir l'OAP, on peut avoir une bradypnie, comme on peut avoir un arrêt respiratoire. On a aussi une défaillance neurologique, souffrance cérébrale secondaire à l'hypoxie, d'accord, qui peut se manifester par l'agitation, l'irritabilité, des fasciculations musculaires, l'obnubulation, des convulsions, puis donc installation d'un coma de profondeur variable. D'accord. Quels sont les facteurs prédictifs d'aggravation? Donc les facteurs de gravité dépendent du scorpion et bien sûr ils dépendent aussi de la personne qui est piquée. Donc on a l'espèce et la taille du scorpion. Donc il y a un faible risque si le scorpion est inférieur à 3 cm. Et non seulement la taille du scorpion qui correspond à un facteur de gravité, il y a aussi la quantité de venin qui est injecté. L'âge du malade, on avait dit que les âges extrêmes étaient des facteurs de gravité. Le siège anatomique de la patient, du patient, de la piqûre, voilà, le siège anatomique de la piqûre. On sait que les membres sont les plus touchés, mais généralement, c'est grave quand ce sont des régions qui sont très vascularisées. Donc, les régions très vascularisées, elles captent le maximum de venin pour qu'il soit diffusé vers tout le corps. On a les signes cliniques aussi. L'hyperthermie supérieure à 40 est un signe de gravité, la bradycardie, le priapisme, les troubles des fonctions vitales, les signes neurologiques sévères, une hyperglycémie au-delà de 2 grammes par litre, l'hypersudation, les vomissements, l'agitation, l'hypertension artérielle, l'allongement de l'espace cuté. Donc tout cela sont considérés comme étant des signes cliniques de gravité. Et bien sûr, quand le patient qui est piqué, il a des tares, d'accord, tels que l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, etc. Donc, quand il a des comorbidités, forcément, il va faire des tableaux cliniques plus graves. Nous, on a aussi un facteur de gravité qui est la saison, les périodes chaudes. Donc, il y a beaucoup plus de piqûres de scorpions pendant les périodes chaudes. Les vents de sable qui constituent aussi des facteurs de risque, donc parce que les vents de sable peuvent emporter avec eux aussi les scorpions. L'heure de la piqûre, soit le soir 18h à 24h. Et bien sûr, il y a un facteur qui est important, qui est le délai de la prise en charge. Plus ce délai est retardé, d'accord, plus la gravité est bien sûr est significative. Alors,
Alors, quelle serait notre conduite à tenir devant une piqûre de scorpion? Alors, ce qu'il faut éviter de faire, la succion qui peut entraîner l'envenimation de la personne qui la pratique. D'accord? Il ne faut jamais sucer, d'accord, le point de piqûre, d'accord, scorpionique, parce que celui qui suce risque de s'envenimer à son tour. La pose du garrot, bien sûr, qui risque d'entraîner une gangrène et par conséquent qui peut aller jusqu'à l'amputation du membre blessé. Il y a des patients chez qui ils ont mis un garrot, qu'ils ont oublié longtemps. Cela a entraîné une ischémie du membre qui peut aller jusqu'à l'amputation, ou bien cela peut aussi entraîner un crash syndrome lorsqu'on enlève le garrot de façon brutale. Le crash syndrome qui est l'ensemble des manifestations secondaires à une rhabdomyolyse, donc à une lyse musculaire, une rhabdomyolyse massive qui est due à une ischémie musculaire par compression prolongée. Donc, dans ce cas, donc après l'ablation du garrot, il y a libération dans le sang de tous les métabolites toxiques, bien sûr, qui sont issus de la nécrose musculaire. Donc, ce qu'il faut éviter aussi de faire, c'est l'incision et la scarification. Donc, ça peut entraîner un risque infectieux qui est important. D'accord. Application de la pierre noire. Donc, on désinfecte si la plaie elle est infectée ou elle est sale. On évite la contention et la compression du membre. Il faut éviter aussi le recours aux moyens traditionnels, tels que le gaz, tels que brûler le point de piqûre, tels que la mise sur le point de piqûre de henné. D'accord. Il faut éviter aussi la cryothérapie, c'est-à-dire mettre des poches de glace sur l'endroit de la piqûre. Cela peut engendrer une vasoconstriction qui peut occasionner des gelures qui induiraient bien sûr une nécrose cutanée. Il est important aussi de savoir ce qu'il faut faire en cas de piqûre scorpionique. Bien sûr, il faut toujours calmer la victime et son entourage. Donc, il est important de pouvoir faire donc un interrogatoire minutieux chez le patient, d'accord, ou bien chez celui qui transporte le patient. Donc, il faut les calmer pour pouvoir faire notre anamnèse et notre interrogatoire afin de recueillir certains renseignements qui sont très importants et qui vont conditionner la prise en charge du patient. Donc, notamment le moment de la piqûre. Il est important de relever ce paramètre afin de pouvoir calculer le temps post-piqûre. D'accord. Il faut mettre la victime au repos. Il faut faire un examen clinique et évaluer les constantes vitales, à savoir l'état de conscience, la tension artérielle, le pouls, donc la fréquence cardiaque, la température, la fréquence respiratoire. Et bien sûr, dans le but, bien sûr, de classer la piqûre. Donc, classer votre patient selon le degré de gravité. Il y a certaines mesures qui s'imposent. Donc, mettre le patient en confiance. Il faut confirmer la piqûre, d'accord, qu'il y a eu piqûre. Il faut préciser les conditions de la piqûre et noter le temps post-piqûre. Le temps post-piqûre qui est l'intervalle de temps qui sépare le moment de la piqûre du moment de l'examen, c'est-à-dire du moment où vous êtes en train d'examiner votre patient. Donc, ce temps de post-piqûre est d'une importance capitale pour le suivi du patient, pour la décision thérapeutique à prendre et pour, bien sûr, éliminer une éventuelle envenimation. D'accord. Un temps de post-piqûre de 4 heures doit éliminer toute possibilité donc d'envenimation. S'il y a, bien sûr, absence de signes cliniques. D'accord. Maintenant, il faut s'inquiéter de l'existence de signes généraux et de facteurs de risque. S'il existe des signes généraux, c'est que non seulement il y a eu piqûre, et il y a eu passage systémique, bien sûr, du venin. Donc, toujours dans la conduite à tenir devant une piqûre de scorpion, on va voir la prise en charge des patients. Il faut savoir qu'il y a une instruction ministérielle
qui a été publiée donc en février 2016, relative à la prévention et à la prise en charge des cas d'envenimation scorpionique. Donc, alors, pour la prise en charge donc des patients, elle va dépendre, comme je l'ai dit précédemment, de la classification clinique. On avait dit pour la classe 1, c'est une piqûre qui est bénigne et comme il n'y a pas de signes généraux dans la classe 1, cela suppose qu'il n'y a pas eu passage systémique du venin, d'accord? Donc au niveau de la classe 1, c'est la sérothérapie. Sérothérapie, donc une ampoule de sérum antiscorpionique administrée par la voie IM ou IV, selon le sérum dont vous disposez, et s'abstenir d'administrer le sérum aux patients qui sont piqués, qui arrivent après 6 heures, s'ils ne présentent aucun signe clinique. Pour la classe 2 ou 3, d'accord? Donc, tout patient classe 2 ou 3, avec signes prédictifs de gravité, donc nous aurons recherché les signes prédictifs de gravité, il faut les mettre en condition, d'accord? Il faut les mettre en condition et se préparer à un éventuel transfert urgent vers un service de réanimation. Bien sûr, si on doit transférer ce patient dans un service de réanimation, nous devons démarrer et mettre en place les gestes d'urgence. Donc non seulement nous devons démarrer les gestes urgents de réanimation, et au mieux, le malade doit être accompagné par un médecin ou un infirmier et doit bénéficier de ces gestes de réanimation qui ont été mis en place. On doit continuer ces gestes de réanimation durant le transport du patient. La mise en condition du patient, donc à ce moment-là, consiste en la position demi-assise ou position latérale de sécurité avec liberté des voies aériennes. Oui, vous savez que le malade risque de faire des troubles de la conscience, ou bien s'il est malade déjà et agité ou bien obnubilé, il risque donc de vomir et il risque d'inhalation. Donc, il risque d'inhalation au niveau des voies aériennes supérieures. C'est pour cela qu'il faut les mettre en position latérale de sécurité. Il faut prendre une voie veineuse périphérique et on doit commencer le traitement de l'état de choc pour le classe 3. Donc, le traitement de l'état de choc pour la classe 3, on avait dit qu'il y avait un état de choc cardiogénique. Ce n'est pas un état de choc hypovolémique, c'est un état de choc cardiogénique. Le traitement de cet état de choc cardiogénique, c'est la dobutamine, d'accord, qu'on va administrer goutte à goutte. Si vous n'avez pas de seringue électrique, il faut toujours la démarrer. Ce n'est pas le remplissage qui va régler le problème de l'hypotension. Vous savez pertinemment, on a vu la physiopathologie, qu'il y avait une atteinte myocardique. Donc, c'est un état de choc cardiogénique. Et le traitement de cet état de choc cardiogénique, c'est la dobutamine que vous devez démarrer rapidement. Il est hors de question de transporter et d'évacuer le malade vers un service de réanimation sans avoir démarré la dobutamine à votre niveau et maintenir cette dobutamine goutte à goutte en perfusion durant tout le transport. Si vous transportez ce malade qui est en état de choc sans avoir démarré la dobutamine, il va décéder pendant le transport. Donc, quand vous avez un état de choc, retenez que c'est un état de choc qui est cardiogénique et c'est la dobutamine qui va sauver votre patient. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer aussi à l'oxygénation nasale par masque ou sonde ou masque à haute concentration, à raison bien sûr de 3 litres par minute, que vous allez, le débit de l'oxygène, vous allez le régler en fonction de la saturation de l'oxygène, d'accord, en fonction de la SpO2 du patient. Donc, si plus la saturation est basse, plus vous serez amené à augmenter le débit de votre oxygène. Et bien sûr, si le patient arrive chez vous en arrêt cardio-circulatoire, vous devez commencer les manœuvres de réanimation, d'accord? Donc, à savoir le massage cardiaque externe, la ventilation, donc à raison de 30 massages pour 2 ventilations. Et vous devez continuer la réanimation, même si vous devez transporter votre patient dans un service de réanimation.
Donc, vous devez toujours démarrer la réanimation cardio-respiratoire. Associé donc à tout cela, un traitement symptomatique. D'accord? Donc, en cas d'agitation, vous allez donner du Largactil. Si le patient donc convulse, vous allez donner du Gardémal. Si le patient présente une bradycardie, vous allez donner de l'atropine. D'accord? Pour la fièvre, il y a les moyens physiques, ainsi que le paracétamol. Les vomissements, vous allez donner des antiémétiques. D'accord? Pour les douleurs abdominales, vous allez donner les antispasmodiques. Dans l'arrêté, la prise en charge au niveau de l'arrêté ministériel, j'ai trouvé les corticoïdes. Moi, à mon avis, les corticoïdes n'ont pas leur place dans la prise en charge des patients qui ont une envenimation scorpionique. Alors, bien sûr, une fois que vous avez instauré un traitement, il faut une surveillance. Vous avez gardé votre malade en observation, donc on est toujours dans la classe 2 sans signe de gravité. On doit surveiller et monitorer, bien sûr, les paramètres vitaux, donc la tension artérielle, la saturation en oxygène, la saturation pulsée en oxygène, la SpO2. Et on va aussi surveiller la fréquence cardiaque jusqu'à disparition totale et durable des signes généraux. Voilà. Donc, 24 à 48 heures. Donc, rappelez-vous, dans cette classe 2, il n'y a pas de signe de gravité. Maintenant, quand on est en classe 2 et qu'il y a des signes prédictifs de gravité, donc il faut transférer en urgence le patient vers un service de réanimation, mais avant de le transférer, nous devons démarrer la dobutamine à faible dose. Donc, si vous avez une seringue électrique, vous démarrez à la dose de 5 microgrammes par kilo et par minute à la seringue électrique, c'est-à-dire à la seringue autopulseuse. À défaut de la seringue autopulseuse, utilisez le goutte à goutte pour donner la dobutamine. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de seringue électrique que vous n'allez pas donner la dobutamine. Vous mettez la dobutamine en perfusion, vous allez l'administrer en goutte à goutte, vous allez régler votre problème de goutte à goutte en fonction de la réponse, d'accord, en fonction de l'élévation de la tension artérielle, ok? Voilà. Donc, vous devez démarrer la dobutamine avant de transférer votre patient au service de réanimation. Retenez que votre patient, il est en état de choc, il est en hypotension. Ce n'est pas le remplissage, d'accord? Ce n'est pas les solutés de remplissage qui vont régler le problème, qui vont sauver votre patient. C'est l'administration de la dobutamine, donc précocement, qui va régler le problème. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de surveiller les constantes vitales. Pour la classe 3, nous savons d'emblée que c'est un envenimement sévère, d'accord? Donc, c'est des malades qui nécessitent d'être pris en charge en soins intensifs, c'est-à-dire en réanimation. Donc, on démarre aussi la sérothérapie, bien sûr. Et comme précédemment, au-delà de 12 heures, ce n'est pas justifié. Donc, la dobutamine, en cas de défaillance et d'état de choc, défaillance cardiaque avec état de choc, on démarre donc à raison de 10 à 15 gamma par kilo et par minute, d'accord? C'est-à-dire 2 à 4 ampoules de 250 microgrammes par 24 heures. Le remplissage vasculaire doit être prudent. N'oubliez pas qu'il y a une défaillance myocardique. Si vous remplissez trop, le patient risque de faire un œdème aigu du poumon. Donc, le remplissage doit être prudent, d'accord? C'est la dobutamine qui va régler le problème. Maintenant, s'il y a la détresse respiratoire, donc le patient va nécessiter une ventilation artificielle, donc, on peut avoir recours à l'intubation avec ventilation. Il faut savoir que la détresse respiratoire dans l'envenimement scorpionique peut être à l'origine, bien sûr, d'un véritable SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui nécessite, bien sûr, une intubation et une ventilation selon, bien sûr, les modalités ventilatoires du SDRA. Et il faut mettre en place une sonde urinaire et une sonde gastrique. N'oubliez pas aussi le traitement symptomatique, d'accord? C'est-à-dire que si le patient convulse, il nécessite bien sûr du diazépam, du Valium.
S'il est agité, on peut aussi le sédater à l'hypnovèle ou au midazolam. S'il y a de l'hypertension artérielle, faites attention. Il faut respecter un petit peu l'hypertension artérielle. S'il n'y a pas de décompensation viscérale, surajoutée, c'est-à-dire que si vous traitez de façon intempestive l'hypertension artérielle, le patient risque de vous faire rapidement une hypotension artérielle. Donc, il faut tolérer des chiffres tensionnels un petit peu élevés. De la même manière, si vous avez mis en place de la dobutamine parce que votre patient, il était en état de choc, dès que les tensions remontent, ne soyez pas pressé d'arrêter la dobutamine. Faites très attention, d'accord? Le patient risque de rebasculer vers l'état de choc. Maintenez votre dobutamine pendant quelques jours, d'accord? Et avant de l'arrêter brutalement, avant de l'arrêter complètement, d'accord? Pour la détresse vitale, d'accord, le traitement de la détresse vitale, on avait dit, et on le répète, on ne le répétera pas suffisamment, que l'état de choc, c'est la dobutamine. Donc la posologie moyenne est de 7 gamma par kilo et par minute. Si vous avez une seringue électrique, bon, moi, ma foi, je vous conseille de démarrer à 7 gamma kilo par minute et vous allez augmenter progressivement, bien sûr, par palier de 2 gamma toutes les 15 minutes jusqu'à stabilisation de la tension artérielle et vous n'allez pas dépasser les 20 gamma par kilo et par minute. D'accord? Et comme je l'ai dit précédemment, la réduction de la dobutamine doit se faire de façon progressive par palier de 2 gamma aussi toutes les 15 minutes. Ne soyez pas pressés d'arrêter complètement la dobutamine. Le remplissage, il doit être prudent, faites attention, que l'état de choc il est cardiogénique, vous risquez d'avoir un OAP, donc surveillez le remplissage, un remplissage des petits volumes et il faut qu'il soit prudent. Donc si vous avez un patient qui a une détresse respiratoire et ou une détresse neurologique, donc qui est comateux, c'est-à-dire qui a un score de Glasgow qui est inférieur à 8, donc dans les deux cas, la détresse respiratoire et la détresse neurologique avec un Glasgow inférieur à 8, ce sont des patients qui nécessitent une intubation trachéale avec une ventilation artificielle. Il faut surveillance du patient, donc elle repose sur le bilan sanguin, d'accord, donc avec numération formule sanguine, ionogramme sanguin, donc il faut surveiller la glycémie, il faut surveiller la protidémie, il faut surveiller la fonction rénale, l'urée, créatinine. Donc pourquoi? Parce qu'on a vu que dans les classes 3, il y a une défaillance multiviscérale, donc vous devez avoir une surveillance biologique rigoureuse. Donc un bilan radiologique, radiographie pulmonaire, d'accord, l'ECG à la recherche des troubles du rythme cardiaque. Donc chez les malades de classe 2 avec des signes de gravité et classe 3, donc en plus de ces paramètres précédents, il faut surveiller la diurèse horaire, donc il doit être supérieur à 0,5 ml par kilo et par heure, et surveiller la saturation en oxygène par l'oxymétrie de pouls. Dans tous les cas, le traitement devra être adapté en fonction de l'évolution clinique. Il faut veiller à transcrire toutes les 30 minutes les paramètres de surveillance et les gestes effectués, c'est-à-dire que vous devez faire une fiche de surveillance avec les paramètres vitaux pour que l'infirmier qui travaille avec le patient transcrive, d'accord, tous les paramètres de surveillance. Donc nous avons vu donc précédemment donc le traitement, la prise en charge du patient. Donc cette prise en charge va dépendre de la classe. Donc on a vu la classe 1, la classe 2 qu'on a scindée en deux groupes. Donc la classe 2 sans facteur de gravité, donc on a vu sa prise en charge. La classe 2 avec facteur de gravité et on a vu la classe 3. Maintenant nous passons à un chapitre qui est aussi important, qui est la prévention. La prévention de piqûres scorpioniques ou d'envenimement scorpionique. La prévention donc repose sur un programme information, éducation, communication. Ce programme comprend l'éducation et la sensibilisation de la population
pour prévenir les piqûres, améliorer la prise en charge des patients piqués avant l'arrivée à la structure sanitaire. Donc, ces programmes de formation, d'accord, reposent sur des affiches, des flyers, des cassettes audio, des dépliants, des autocollants, des brochures, c'est-à-dire tous les moyens sont bons pour pouvoir transmettre des messages dans le cadre de la prévention. Alors, les conseils pour la prévention contre la piqûre du scorpion, donc les conseils que vous pouvez donner à la population, donner à votre entourage là où vous exercez. Donc, il faut que les autorités locales assurent un éclairage public. D'accord ? Un éclairage public, le ramassage hygiénique des ordures, équipement de l'environnement. D'accord ? Il faut prévenir et lutter contre l'habitat précaire. D'accord ? Ramassage des scorpions, qui va diminuer donc la densité des scorpions et permettre aussi la fabrication des sérums antiscorpioniques. Il faut l'hygiène du milieu, ramassage des ordures ménagères, des gravats, des pierres, c'est-à-dire tous les endroits où les scorpions peuvent se nicher, peuvent se cacher. Donc, il ne faut pas laisser les ordures ménagères ni les gravats. D'accord ? S'amasser, il ne faut pas laisser ces ordures s'amasser aux alentours des habitations. C'est un risque qui est important. Il faut un revêtement des murs, il faut un revêtement lisse au niveau des murs pour que les scorpions ne puissent pas gravir. Quand les murs sont rêches, d'accord, ils grimpent plus facilement. Donc, il faut un revêtement lisse. Il faut boucher les trous et les fissures. Il faut respecter les règles urbanistiques. Et bien sûr, les associations civiles peuvent participer à l'éducation de la population au danger. Bien sûr, les médias aussi de l'information doivent participer. Donc, il faut des programmes de recherche et de formation du personnel de la santé, aussi bien médical et paramédical, avec des mises à jour régulières, et privilégier les prédateurs naturels de scorpions, notamment dans les régions du sud où l'incidence des piqûres scorpioniques est importante. Il faut privilégier les prédateurs naturels tels que les poules, les canards, les coqs, les hérissons. D'accord ? Ce sont les prédateurs des scorpions. Il faut sensibiliser la population. Donc, il faut dire qu'il faut toujours regarder où vous posez les pieds. Faites du bruit en marchant dans les zones à risque. Ne jamais marcher les pieds nus. Évitez les chaussures en toile ou fines. On risque de se faire piquer à travers. Dans le désert, il faut éclairer le sol. Il faut taper le sol pendant la nuit quand vous marchez. Ne retournez pas les pierres et les feuillages avec vos mains ou pieds. C'est là où réside en général le scorpion. Il faut protéger les portes et les fenêtres d'une grille fine ou d'un filet de moustiquaire. Il faut éviter de jouer ou de capturer le scorpion afin de l'observer. Donc, on risque de se faire avoir. Vérifiez toujours les chaussures avant de les mettre. Vêtements ou sacs de couchage avant de les utiliser. Il faut se protéger avec des bottes et des gants quand il y a des travaux à l'extérieur, notamment pour les métiers à risque tels que les maçons. Il faut inspecter le lit avant de vous coucher. Bien sûr, il faut aussi faire attention quand vous faites des randonnées, inspecter le sol avant de s'asseoir ou avant de s'allonger. Donc, tout cela sont des moyens de prévention, bien sûr, de la piqûre scorpionique. Quels sont les facteurs pronostiques ? Donc, l'analyse des causes de décès révèle l'intervention de plusieurs facteurs pronostiques. On a vu, il y a l'âge et la classe d'admission sont des facteurs déterminants dans l'évolution. Vous l'avez bien deviné que pour les classes 2 avec facteur de gravité et classe 3, donc représentent des facteurs pronostiques. Donc, vous savez très bien la menace vitale de la classe 3 et l'évolution imprévisible des symptômes. Donc, on peut passer rapidement de la classe 2 à la classe 3. D'accord ? Donc, l'administration de sérums par voie IM en rapport avec la faible efficacité du traitement par cette voie. Donc, il paraît qu'il est plus efficace quand il est administré par voie IV. Et
il y a un facteur qui est très important, c'est le délai de prise en charge encore trop long pour des raisons de distance, la performance des services de réanimation qui n'est pas toujours optimale dans les centres hospitaliers du Grand Sud du pays. Voilà, même s'il n'y a pas de services de réanimation qui sont performants, mais vous devez avoir à votre disposition un minimum pour pouvoir prendre en charge ces patients. Et avoir à l'esprit que dans l'état de choc cardiogénique, démarrer rapidement la dobutamine, cela va changer le pronostic vital de votre patient. D'accord ? La modification des conditions bioclimatiques avec allongement des saisons chaudes et augmentation des pics de chaleur donc, sont considérés comme des facteurs pronostiques. Donc, en conclusion, malgré les efforts entrepris, l'envenimement scorpionique en Algérie demeure un problème de santé publique. De ce fait, une stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'envenimement scorpionique est mise en place. Cette stratégie repose sur la formation du personnel de santé, sur l'information, d'accord, et l'information de la population, l'éducation et la communication, ainsi sur la standardisation de la prise en charge sur la base d'un consensus thérapeutique. L'envenimement scorpionique reste une intoxication grave car pas de traitement spécifique. La prévention reste le meilleur moyen, bien sûr, de lutter contre l'envenimement et la mortalité secondaire à cet envenimement.